Bon, écoutez, chers camarades, mesdames, messieurs, écoutez, en ma qualité de présidente fondatrice du groupe ESS et entreprises à impact, je suis heureuse de vous accueillir pour la réunion de ce soir intitulée Les biens criminels au service du bien commun, qui est proposé et donc animé par notre groupe ESS et Entreprises à Impact. Alors, un grand merci à vous tous d'être présents. Pour l'instant, vous n'êtes que 18, mais je pense que d'autres vont nous rejoindre rapidement. Et un grand merci en particulier à notre camarade vice-président Emmanuel de Luzel, qui est également vice-président de Habitat et Humanisme Morbihan, auquel on doit une large contribution, puisque c'est lui qui a pris l'initiative de cette manifestation et c'est lui qui s'est occupé de sa réalisation. Donc, si je vous ai des commentaires et des critiques à faire, vous savez à qui vous adresser. Bon, je suis désolée, c'est un petit mot, un petit joke entre nous. Je voudrais remercier aussi l'équipe événementielle et communication de l'association qui nous aide comme chaque fois pour l'organisation logistique et donc en particulier ce soir à Valentin Pertuis qui nous assiste une bonne partie si j'ai bien compris. Alors, bien sûr, je ne voudrais pas oublier les présidents des autres groupes professionnels qui ont bien voulu s'associer à l'organisation de cet événement en diffusant auprès de leur groupe. Alors, je voudrais remercier Sabina Golfer, présidente du groupe éthique, notamment, Christophe Gravreau, qui est le président des professions juridiques et libérales, et également Arnaud Pommel, qui est président du groupe immobilier. Alors, avant bien sûr de passer la parole à Emmanuel, je voudrais vous dire que tous nos remerciements vont bien sûr surtout à nos intervenants qui nous font l'amitié de nous consacrer du temps ce soir et qui vont pouvoir nous aider à présenter ce sujet grâce à leur expertise. Et je laisserai donc à Emmanuel le soin de vous présenter chacun un peu plus en détail. Avant de lui passer la parole, je disais donc, je vais quand même pas manquer de vous dire quelques mots sur le groupe ESS, que je n'aurai jamais une occasion de me faire une petite page de publicité pour notre groupe. Je vois qu'il y a 23 inscrits, on ne sait jamais, ça peut être une occasion de recruter. Alors, notre groupe professionnel, c'est une communauté regroupant plus de 3000 alumni de Sciences Po qui sont impliqués professionnellement ou personnellement dans l'ESS et qui sont intéressés par la promotion des valeurs justement portées par l'ESS. Alors, ce groupe a pour but de débattre sur des sujets et d'animer des réflexions sur des sujets extrêmement variés qui passionnent et qui mobilisent notre communauté d'une façon générale. Alors, je citerai les prochaines manifestations. À titre d'exemple, donc, nous aurons la présentation du labo de l'ESS, qui est le think tank de l'ESS, avec le musée social le 31 mars. Il y aura une nouvelle session de la série consacrée à l'engagement, avec un focus particulier sur l'engagement des jeunes et notamment le service civique. Ça, c'est prévu début avril avec un partenaire qui est l'IDAF. Et puis également, je voudrais rappeler que pour le Forum européen de l'ESS qui a lieu à Strasbourg au mois de mai prochain, le groupe essayera d'organiser avec justement nos camarades qui sont sur Strasbourg et qui nous aideront à non seulement nous rencontrer et à profiter au mieux de cette manifestation. Alors, je voudrais rappeler quelques objectifs du groupe ESS. Bon, démontrer, comme toujours, que l'ESS et l'entreprise à impact sont au cœur des stratégies pouvant répondre aux grands défis de notre société. On a pas mal d'exemples. Favoriser l'émergence et l'essaimage d'initiatives innovantes, c'est un petit peu le rôle un peu tête chercheuse de notre groupe. Engager des partenariats avec des structures phares de l'ESS. Et puis, faire profiter, et ça c'est très important pour notre communauté, et les anciens Sciences Po, du réservoir que constitue l'ESS en matière d'emploi. Et ça, en général, on organise des choses avec le pôle carrière et puis également avec les forums carrière des étudiants. Alors, pour poursuivre les objectifs, je vais être très rapide, je vous rassure. Le groupe ESS et Entreprises à Impact est structuré en groupes de travail réunissant nos membres en fonction de leur appétence et de leur
compétences, bien sûr. Et nous avons plusieurs modes d'intervention qui sont des conférences proposées comme ce soir, soit en numérique, comme on le fait depuis quelque temps, ça, vous pouvez le comprendre, ou en présentiel, ce qu'on va refaire aussi avec grand plaisir, notamment le 31 mars. Des visites de lieux emblématiques, ça, des tiers-lieux et autres, ça on l'a fait notamment même en région. Merci à Emmanuel qui a pris l'initiative à ce niveau-là. Et puis également la présentation d'acteurs significatifs et des pépites de l'ESS. Alors donc, en gros, que vous soyez alumni ou étudiant, parmi ceux qui nous ont rejoints, nous serons heureux de vous accueillir au sein de notre communauté. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que nous sommes toujours en attente de force de proposition pour organiser de nouvelles manifestations. Bon, je ne serai pas plus longue, je vais passer la parole à Emmanuel en vous souhaitant une excellente soirée. Je vous remercie. On n'entend pas. Le son? C'est bon. Il faut que j'apprenne à manier le micro. Bonjour à tous, bonjour de Vannes, donc en Bretagne. Nous n'imaginions pas, quand on a lancé cette conférence, le succès que cela pourrait remporter, puisque nous sommes à peu près une soixantaine autour de l'écran et que les publications sur LinkedIn ont touché plus de 5000 personnes. Donc clairement, ce sujet intéresse beaucoup. Ça intéresse parce que c'est un sujet qui est au confluent de la justice, de l'économie sociale et solidaire, hein, de l'immobilier et également de l'éthique. Et puis c'est aussi un sujet d'innovation parce que ça permet de montrer que des avoirs criminels peuvent servir au bien commun. C'est aussi un sujet historique, hein, puisque c'est un sujet relativement récent en France, comme Arnaud de la Guiche nous l'expliquera tout à l'heure, hein, mais c'est un sujet qui est ancien en Italie, puisque ça fait 25 ans que ce sujet existe en Italie, et je pense que Fabrice Rizzoli nous racontera la longue histoire des avoirs confisqués en Italie, qui est une très belle histoire. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, un tel sujet qui du côté de l'Italie, est un sujet qui est extrêmement connu et encore aujourd'hui relativement inconnu en France. Quand j'ai fait ma petite revue de presse il y a quelques semaines, en fait, j'ai constaté que seulement quelques titres, Ouest France, La Croix, Le Monde, en ont parlé, et le reste, c'est resté relativement confidentiel. Donc nous sommes aujourd'hui particulièrement heureux de contribuer auprès de la communauté de Sciences Po, de faire connaître, et puis au-delà, puisqu'il y a en fait pas mal parmi les 60 inscrits, il doit y avoir à peu près 3/4 de Sciences Po et un quart de gens qui ne viennent pas de Sciences Po. Donc on est particulièrement heureux de pouvoir contribuer à faire connaître ce sujet qui est, encore une fois, une innovation juridique majeure. Voilà, je vais passer successivement la parole à chacun de nos 3 intervenants qui sont Fabrice Rizzoli, Arnaud de la Guiche et André Gachet. Donc, je vais d'abord présenter Arnaud de la Guiche, je vais présenter Fabrice Rizzoli et ensuite je présenterai chacun d'entre eux quand ils seront, avant leurs interventions. Donc, Fabrice est docteur en sciences politiques et enseignant à Sciences Po, spécialiste des mafias et fondateur de l'ONG Crime Halt, qu'il a créé en 2014, représentant en France de l'ONG FLAIR, c'est-à-dire Freedom, Legality and Rights in Europe. Il a été le prix Falcon des droits de l'homme en 2014 et il est l'auteur du petit dictionnaire énervé de la mafia et de la mafia de A à Z. Alors, Fabrice, comment est-ce que tout ça a commencé ? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de cette invitation. Emmanuel m'a donné 15 minutes pour résumer 12 ans de plaidoyer, mais comme c'est une invitation Sciences Po, l'esprit de synthèse et de rigueur. Par contre, laissez-moi quand même le temps de partager, si vous le voulez bien, mon PowerPoint et de voir si tout fonctionne correctement, ce qui n'est pas toujours gagné. Ça marchait aux États, ça devrait marcher. Voilà. Oui. Alors, est-ce que là, vous voyez le PDF ? Non, c'était mieux. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça ? Attendez. On va faire en... pas diapo, pardon. Affichage. Le problème, c'est qu'à chaque fois... Voilà.
Est-ce que là, vous voyez en plein écran? Non, ce n'est pas en plein écran, mais c'est lisible. Mais c'est lisible. Bon, on voit un peu mieux comme ça? Oui, oui, c'est bien, ça va. Ouais. Bon, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas en plein écran. Ça doit être un problème de partage. Non, mais Bouche. Fabrice, le mieux est l'ennemi du bien, donc c'est lisible, c'est bien. On voit No stress, j'ai l'habitude, je donne des cours en Zoom spécial Covid. C'est une question de choisir le bon écran. Ça va mieux? Oui, c'est parfait. Super. Emmanuel a rappelé que j'étais docteur en sciences politiques. La seule information valide là-dedans, c'est d'expliquer qu'en Italie, les mafias sont extrêmement étudiées. Il y a extrêmement beaucoup de sources. Et donc, c'est bien que ce soit un phénomène clandestin, privé, violent, contre l'État, c'est quand même quelque chose qui est académiquement très connu. Ce qui m'a permis de pouvoir développer une pédagogie dans mes cours ou par un ouvrage ici. Et je voudrais dédier cette intervention à Mario Vaudano, un magistrat italien qui habite en France et qui m'a beaucoup formé à l'antimafia italienne. Il est le président d'honneur de Crimalt. La question qui s'est posée très vite après 10 ans d'études des mafias italiennes, c'est qu'il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que l'Italie, qui est le pays de la mafia, est aussi le pays de l'antimafia. Et qu'ils ont cherché à répondre à une question importante, c'est que quand on lutte contre la mafia, comment donner un rôle à la société civile, aux citoyens, alors que c'est une prérogative régalienne, alors que ça doit rester les magistrats et les policiers qui enferment les mafieux. Le problème, c'est que ne faire qu'enfermer les mafieux, ça ne suffit pas pour toucher les citoyens. Donc, on a affaire à un phénomène culturel, la corruption, la violence, qui tourne autour du crime organisé d'une manière générale. Et quelle place pour le citoyen? C'est bien difficile. On peut faire des conférences, mais comme vous le savez, aux conférences ne viennent que les convaincus. Donc, Libera, la grande association anti-mafia, le regroupement de 1500 associations anti-mafia en Italie, a développé un projet européen en 2008 qui s'appelait FLAIR. Et l'idée, c'était de sortir de l'Italie et de faire réseau avec d'autres pays européens, avec le réseau qu'on pouvait faire, c'est-à-dire des associations qui luttent de près ou de loin contre la criminalité. Alors, en Roumanie, avec l'association de jeunes femmes qui sensibilisent les jeunes femmes roumaines à ne pas accepter un contrat de travail au petit bonheur la chance à Paris ou Bruxelles, parce qu'elles pouvaient finir dans un réseau de prostitution. Donc, personnellement, j'ai développé le réseau FLAIR en France avec les associations qui existaient de lutte contre la corruption et bien sûr avec Libera France, puisque Libera avait une antenne en France. L'objectif était de sensibiliser à l'antimafia sociale à l'italienne. Par exemple, nous avons commencé devant la Commission européenne en 2009 par un froid glacial à jouer à Confiscopolis, ce jeu de 5 mètres sur 5 mètres où on joue à confisquer les biens du crime organisé. Donc, on a rencontré les personnes de la commission, les fonctionnaires, etc. Plus tard, j'ai amené ce jeu à Menton. On peut sensibiliser les jeunes et comme vous le verrez sur une des images, il y a une caméra parce que j'ai essayé au maximum d'impliquer les médias pour mettre dans le débat public cette idée de confiscation, réutilisation. Avec Libera France et puis toutes les équipes italiennes, on a développé des produits anti-mafia ici à Paris, comme le cinéma itinérant anti-mafia, où après on fait des débats, on fait la promotion de l'usage social des biens confisqués et d'autres choses. La diffusion des états généraux de l'antimafia ou encore les universités d'été contre le crime organisé où j'ai apporté ma contribution en emmenant policiers et magistrats français à participer à ces débats en Italie pour qu'il y ait des connexions sur l'antimafia, pas uniquement de la coopération entre policiers sur des choses plus techniques, par exemple, ou magistrats, bien sûr. Tant que j'ai pu, j'ai amené ce débat dans les établissements scolaires par le biais d'un projet pédagogique, ici à l'aide d'une bande dessinée en français, au collège, souvent à l'invitation des professeurs d'italien, au lycée. Il fallait comprendre que ce qui était possible de faire, et ne t'inquiète pas Emmanuel, je vais vite passer ce slide horrible avec plein d'informations qui est impossible à lire. L'idée, c'est que la confiscation en Italie, ça marche bien, c'est une confiscation unique au monde. C'est particulier si certains sont intéressés dans le débat. Donc, on l'a confisqué beaucoup, 100 000 biens. À ne plus savoir qu'en faire, des maisons aussi importantes que celle-ci dans les montagnes de l'Aspromonte, en Calabre, des châteaux dans le nord de l'Italie, des établissements commerciaux, comme ici dans les Pouilles, des hôtels, comme ici à Palerme, le plus grand hôtel de Palerme,
Et il y avait l'idée qu'on ne pouvait pas revendre ces biens en Italie parce que c'est les mafieux qui pouvaient les racheter. On a même, je crois, fait une tentative au début des années 80 et c'est bien les mafieux qui les rachetaient. Donc, grâce à Libera, cette pétition d'1,6 million de signatures en 1996, elle a permis à l'État italien de dire non, maintenant, c'est bien, comme on ne peut pas les vendre, de toute façon, il faut les redonner à la société civile. Et donc, le bilan de ces 25 ans, comme tu l'as rappelé, Emmanuel, c'est 17 000 biens immeubles qui sont mis à disposition des collectivités territoriales, des forces de l'ordre. On fait des tribunaux dans les biens confisqués en Italie, on les donne aux écoles, etc. Et puis, pour être précis sur l'économie sociale et solidaire, c'est environ 1000 biens. Pour être précis, encore une fois, Libera, sur son site, a fait un recensement important ces 2 dernières années, 865 biens, dont 461 associations, 238 coopératives. Ça veut dire qu'en photo, en Italie, on confisque la mafia du chef mafieux et que ça devient une caserne de la garde des finances, par exemple. Ça veut dire qu'on peut confisquer une plage. Je vous rassure, le domaine public n'est pas confisqué. C'est bien sûr l'exercice commercial de la plage qui a été confisqué. Les mafieux faisaient leur rencontre à la limite entre 2 provinces, entre 2 régions, la Calabre et les Pouilles. Et ils se réunissaient ici à la frontière pour faire leur sommet mafieux. Donc, confisquer l'exercice commercial, aujourd'hui, c'est une association qui fait des activités pour les jeunes, des associations culturelles et sportives. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, le commerce est libéré de l'emprise mafieuse et on y met une association. Une des premières confiscations à Rome, c'est la Villa du Gangster. Je dis bien du gangster, ce n'était pas un mafieux au sens de la justice, c'est du crime organisé, il blanchissait l'argent et voilà son état quand il a été confisqué. Aujourd'hui, c'est la maison du jazz, on y reviendra. On peut décliner ceci à l'infini, l'appartement de la mafia calabraise à Milan, qui est devenu un showroom d'une marque éthique. Sur ces 3 étages, en Calabre, une maison d'accueil pour les handicapés, une maison d'accueil, un foyer pour migrants isolés, jeunes mineurs isolés, migrants, une banque éthique au 3e étage. Un paradigme de l'ESS peut-être important, c'est la coopérative du ciment à Trapani. Pourquoi un paradigme? Parce que le point noir de la confiscation en Italie, c'est les entreprises. La plupart du temps, elles font faillite. De toute façon, c'était des opérations de blanchiment. La plupart du temps, les clients étaient fictifs. Ou même lorsqu'ils n'étaient pas fictifs, ils avaient l'habitude de travailler avec la mafia. Et quand on les remet dans le circuit de la légalité, ils ne veulent plus travailler avec la légalité. Mais ici, vous avez un exemple extraordinaire, puisqu'à partir de la saisie, jamais l'entreprise n'a fermé. Pourquoi? Parce que les employés se sont mis en coopérative pour récupérer leur outil de production. Et aujourd'hui, on fait du ciment plus en adéquation avec le développement durable. Tout ceci, c'est fait avec un certain soutien des institutions, sans que ça soit une altération de la concurrence. Mais c'est un très, très bon exemple à étudier pour le basculement vers l'ESS. Alors, dans le débat, je n'ai pas le temps ici, mais sachez que si vous avez besoin de savoir pourquoi parfois ça ne marche pas, j'ai aussi des exemples d'échecs. C'est toujours intéressant de parler des échecs de l'usage social des biens confisqués. Un autre paradigme, c'est les coopératives agricoles, pour 2 raisons. La première, c'est parce que l'agriculture est très importante en Italie du Sud, que l'Italie, en particulier en Sicile, qui est le berceau de l'antimafia, qui comporte 40% des confiscations, le maximum de réutilisation, et puis parce que c'est vraiment compréhensible de tous. Moi, j'appelle ça l'antimafia par le ventre. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une production agricole et ensuite les gens mangent les produits. Donc, c'est extrêmement efficace. Et la première coopérative dans les années 2000, voici en l'honneur d'un syndicaliste assassiné en 1948, on n'est jamais loin de l'ESS. Donc ici, une série de photos rapidement pour vous montrer le pouvoir visuel de ce qu'on peut produire, les meilleures clémentines du monde. Je vais exagérer, les meilleures clémentines du monde faites en Calabre. Une implication de la jeunesse qui vient ici tous les étés, encore grâce à l'association Libera, qui fait des camps sur les biens confisqués à la mafia. Donc, on vient ici arracher les mauvaises herbes. Je l'ai moi fait, ce qui m'a permis de comprendre combien le métier de l'agriculture était difficile, et je parle physiquement. Tous ces produits, après, deviennent concrets, on les vend.
Et il m'a fallu en faire la promotion régulière à la télévision, ce qui a parfois été très perturbant pour nos amis animateurs et caméramans qui ne comprennent pas qu'on vienne avec un pot d'houmous ou de l'huile d'olive sur un plateau télé. Mais il me semble que c'est particulièrement efficace. Je voudrais quand même signaler encore une fois l'expérience Ethicando qui pendant 1 an et demi a réuni énormément de personnes. Les associations se sont réunies ici, Libéra France, Anticorps, etc., où on a pu concrètement à Paris goûter les produits. Donc, personnellement, j'organisais les conférences avec les invités que vous voyez ici. On voit Mario Vaudano au loin, Maria Caraprodi, l'ancienne présidente de Libéra France. Ici, Elisabeth Borrell, une magistrate dont le mari a été assassiné. On ne sait pas trop par qui, mais en tout cas, il a été assassiné. Il y a eu un moment clé, évidemment, c'est le soutien des institutions, comme par exemple la commission crime du Parlement européen, qui a, avec difficulté, mis une recommandation sur l'usage social des biens confisqués. L'obligation, la directive, c'était d'améliorer les confiscations. La recommandation, c'était il faut faire des projets de biens sociaux. Alors, Crimalt a fait son petit lobbying, j'adore ce terme, notamment pendant les élections présidentielles, sensibiliser les candidats du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts et d'autres, et fait son premier voyage ESS grâce à François Familly, qui était aussi membre de Libéra France, qui est expert de l'ESS. Et quand on a vu ce que ça pouvait donner sur les personnes de voyager sur place et de se former sur place en Italie pour comprendre l'usage social des biens confisqués, plus tard, on a mis en place d'autres projets. Ce qui s'est mis en place en 2014, avec la fin du projet FLAIR, c'est une association de droit français pour impliquer les citoyens officiellement pour défendre l'usage social des biens confisqués. Et dès 2014, grâce au monde de l'ESS, il faut quand même bien le signaler, de Marcel Hutzmann, ancien délégué interministériel à l'ESS, d'Emmanuel Verny, donc le directeur de la chambre de l'ESS, bien le député Marsac met un article de loi dans une loi égalité-citoyenneté qui est votée. Le problème, c'est qu'en janvier 2017, au stupeur, le Conseil constitutionnel rejette cet article au motif du cavalier législatif. J'étais très colère. Nous n'avons pas baissé les bras, continué nos opérations de lobbying partout où nous invitions, donc par exemple à la commission violence de la collectivité territoriale de Corse, toujours avec mes produits. On a relancé le plaidoyer en l'élargissant à la corruption. Ici, on est devant l'appartement de Claude Guéant. Arnaud de la Guiche me pardonnera cette atteinte à la présomption d'innocence puisque son bien n'est que saisi dans le cadre d'une procédure pour blanchiment, mais nous sommes octroyés le droit de cette manifestation parce qu'il avait quand même été condamné définitivement pour corruption dans le cadre des enveloppes dites en tant que directeur de la police nationale. Donc avec une condamnation définitive, je me sentais plus libre. Donc nous avons changer d'échelle lorsque nous avons répondu à des projets d'appel européens, dit Erasmus+, pour emmener plus de monde, pour élargir le spectre, pour inviter des associations qui nous ont soutenus très vite, notamment, je voudrais saluer Fondation Terre de Liens, le Haut Comité au logement pour les personnes défavorisées, André Gachet est là, bien sûr, toujours Anticorps et bien d'autres. Nous avons donc pu nous former sur la mafia qui avait sa maison avant, et aujourd'hui, c'est un centre culturel. Nous avons pu nous former sur une entreprise. Ici, c'était la mafia, maintenant, c'est la coopérative de la mozzarella. Et une production qui donne un chiffre d'affaires avec des salariés qui ont des cotisations sociales, qui ont accès au crédit, qui peuvent prendre soin de leur santé et qui dialoguent tout autour du territoire et qui montrent que c'était pas mieux avant quand la mafia, soi-disant, donnait du travail alors qu'elle n'en donnait pas. Deuxième séjour en Calabre, cet immeuble horrible qui appartenait à la mafia, le plus haut de la ville. Aujourd'hui, c'est un centre aéré pour les enfants et il y a un véritable changement de mentalité. D'autres exemples, je ne vais pas tous les faire. Très vite, encore un slide horrible, Emmanuel, simplement pour dire que nous avons eu une deuxième fenêtre de tir grâce à la loi El Haïry, du financement des associations, qui proposait un article de loi usage social des biens confisqués, mais malgré la mission parlementaire de des députés Saint-Martin et Jean-Luc Warsmann, cette loi n'a toujours pas été votée. Donc, chat échaudé craint l'eau chaude ou froide. J'ai contacté mon sénateur de circonscription, Alain Richard, que je connaissais par ailleurs, et qui a pris l'article de loi de la loi El Haïry et qui l'a mis dans la proposition de loi sur l'amélioration de la justice, etc., qui finalement a été votée.
c'est quand même intéressant de voir comment on peut arriver au vote d'une loi par une telle action. Il faut dire que Crimalt n'est pas du tout seul, hein, je suis désolé, je n'ai que 15 minutes, mais bien d'autres associations soutiennent ce plaidoyer. Les collectifs qui se sont créés contre la mafia en Corse, la mairie de Paris a fait un vœu, la mairie de Toulouse, la mairie de Linguizeta. Et donc, on a un alignement des planètes en 2021, des parlementaires disponibles, un ministre de la Justice extrêmement favorable à ce dispositif, une agence, un décret d'application qui est saisi. Avec un premier exemple concret, je pourrais revenir, c'est un appartement confisqué à un mafieux italien à Paris qui a été mis à disposition d'une association de lutte contre la traite des êtres humains. Ce qui est intéressant ici, c'est de revenir sur le logement. Et bien sûr, une agence des biens confisqués qui propose son premier bien aux associations, mais je n'en parlerai pas à la place de l'agence. Un petit retour d'expérience qui peut maintenant servir encore plus concrètement aux acteurs français. Café Babel Magazine et Crimalt ont obtenu un projet de recherche européen piloté par l'École des hautes études des sciences sociales, ça s'appelle COESO, soutenir la recherche participative en sciences sociales et humaines. Et très concrètement et en image encore, j'ai mis au point un projet pilote où l'idée c'était d'aller étudier les biens confisqués en Italie, réutilisés, avec une journaliste et un chercheur. Je suis chercheur, Mathilde Dorcadi est la journaliste, et chacun va parler de ces recherches qu'on aura fait en commun, mais elle, sous la vision journalistique. Je vous ai déjà mis un lien dans le chat, même si l'article ne fait pas partie de la recherche, mais on voit déjà les conséquences du déplacement d'un journaliste sur le terrain et la production d'un article scientifique. Alors, on s'est arrêté à Rome et je vous remontre la Casa del Jazz, la maison du jazz pour tous, réouverte grâce au Covid quand nous sommes allés en juillet, et vous voyez très active une maison pour tous. La maison qu'on a vue tout à l'heure, la centre culturel qui réouvre après le Covid avec une manifestation anti-mafia, et les voisins du quartier qui participent, que j'ai vu, avec qui nous avons discuté lors de cette manifestation, qui sont venus aider à la préparation de l'événement anti-mafia. Alors, le plus intéressant pour peut-être le monde de l'ESS et puis pour les grandes associations du logement en France, Solidarité Nouvelle pour le Logement, Habitat et Humanisme, c'est la ville de Gênes. J'ai choisi ce terrain exprès, une ville du Nord, pas le sud de l'Italie, des difficultés pour la population de reconnaître le crime organisé et la mafia, une première condamnation pour association mafieuse en 2017, alors que dans le sud de l'Italie, c'est au milieu des années 80, une présence mafieuse pourtant reconnue par les sources académiques, donc depuis les années 60. Alors, Gênes, c'est des centaines de confiscations, des mises à disposition des collectivités territoriales qui n'utilisent pas encore tous ces biens, c'est un vrai enjeu. Il faut dire aussi que ce sont des biens, et ça je comprendrai les difficultés qui vont s'appliquer, y compris en France, des petits biens en mauvais état, des petits appartements mal agencés, quand le mafieux ne continue pas à habiter dedans. Mais enfin, malgré tout, à force de persévérance des associations sur place, des associations de commerçants, des associations culturelles du centre historique de Gênes, et y compris de l'association Libera, qui ces dernières années sur Gênes a fait un gros travail, 55 biens confisqués utiles aux citoyens, ici une association de prévention pour la santé, un atelier pour réparer les vélos. Fabrice, il te reste 1 minute. Et voilà. Et ben voilà. Et le cœur de la conclusion étant que lorsque nous avons rencontré les animateurs du logement social sur place, ils nous ont dit que c'était dur, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup de logements, etc. Mais à la fin, ils ont trouvé ce processus révolutionnaire. Et pourquoi il faut les entendre, eux, dire ça? C'est que comme dans d'autres pays, le logement est en carence en Italie, en particulier le logement pour les plus démunis. Et ces biens confisqués, même petits, même mal agencés, à condition qu'ils soient restructurés, et ça a été le cas, ont permis l'accès au logement individuel pour des personnes qui avant dormaient dans des dortoirs. Et on sait que quand on dort dans des dortoirs, on ne peut plus revenir à la vie normale, c'est très compliqué, c'est d'abord un toit, après le reste. Et c'est ce qu'ils nous ont dit sur le terrain et que nous avons enregistré. Et je m'arrêterai là, puisque dans le débat, je pourrais éventuellement parler de la France en fonction de ce que diront nos illustres invités sur la France, André Gachet et Arnaud Delaviche. Merci beaucoup, Fabrice.
C'est un magnifique exemple de mobilisation citoyenne, hein, comme dit le proverbe, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Moi, je suis très très admiratif effectivement de cette capacité collectivement, la petite organisation criminelle qui a mobilisé des plus grosses organisations pour réussir à faire bouger la loi. Bravo. Donc je me tourne maintenant vers Arnaud de la Guiche. Votre micro est ouvert, Arnaud, c'est bon? Oui. C'est bon, oui, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc Arnaud de la Guiche est d'abord alumni Sciences Po 2008, donc cher camarade, hein, magistrat. Il a été vice-procureur au parquet national financier. À ce titre, il a requis dans le procès des époux Balkany. Et depuis relativement peu de temps, c'est-à-dire depuis avril 2021, il est détaché à l'Agrasc. Alors l'Agrasc, qu'est-ce que c'est? C'est l'Agence pour la gestion et le recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Et donc Arnaud anime le pôle immobilier de l'Agrasc avec une équipe de 8 personnes. Alors Arnaud, c'est quoi l'Agrasc exactement? Ça fonctionne comment? Et puis cette fameuse modification législative dont nous a parlé Fabrice, qu'est-ce que ça change? Merci beaucoup pour ces propos introductifs, Emmanuel. Merci aux anciens de Sciences Po de m'accueillir ici. C'est toujours un plaisir d'y revenir, même de manière virtuelle. Alors déjà, je voulais dire simplement que l'exemple italien, pour nous, Français, il est assez vertigineux, parce qu'on voit le chemin qui nous reste à parcourir pour arriver à un tel niveau, à avoir une législation aussi offensive et aussi puissante contre les organisations criminelles. Donc pour nous, ça reste toujours effectivement un objectif vertueux vers lequel on se tourne avec beaucoup d'admiration. Alors, l'Agrasc, c'est une agence qui est un établissement public national, en fait, qui est sous tutelle des ministères de l'économie et des ministères de la justice, et qui est composée en réalité d'agents qui viennent de ces deux univers professionnels. Vous aurez à votre disposition le PowerPoint. Aujourd'hui, il y a une 60aine de personnes à l'agence. Il y a des magistrats, des policiers, des gendarmes, des douaniers, des agents des finances publiques, des greffiers, des fonctionnaires territoriaux, et tout ce petit monde travaille pour aider les magistrats et les policiers à saisir au maximum dans les procédures judiciaires. On ne saisit que dans le cadre de procédures judiciaires. Nous ne sommes pas au service, par exemple, des ministres de l'économie dans le cadre de la saisie des avoirs, par exemple, d'oligarques étrangers. Nous, on saisit dans le cadre de procédures judiciaires, donc pour des crimes ou des délits, et on assiste tout au long du processus les juridictions, les juges, les procureurs, les tribunaux correctionnels pour arriver à cibler le patrimoine criminel, le saisir, le confisquer et le valoriser au mieux. Donc c'est pour ça qu'on est une agence, j'allais dire, pluridisciplinaire, et c'est aussi sa force. On existe depuis 2010 et on commence à s'étendre puisque l'année dernière et cette année, on ouvre des antennes régionales, d'abord Marseille, puis Lyon, puis Rennes, puis Lille, pour arriver à vraiment avoir un soutien de proximité au service de la saisie des avoirs criminels. Alors, nos missions, on assiste les juridictions, on gère un certain nombre de biens qui sont saisis, on exécute des confiscations, c'est-à-dire que lorsque les biens sont définitivement confisqués, on va notamment les vendre, puis on va aussi les affecter socialement, c'est nouveau. On va servir aussi à l'indemnisation des parties civiles, et on va aussi avoir un rôle dans la coopération internationale pour le recouvrement des avoirs criminels, notamment lorsqu'un pays étranger nous demande en France de participer à la saisie d'avoirs criminels. Et notamment, on a eu l'occasion de coopérer avec les Italiens pour saisir cet appartement dans le centre de Paris qui est aujourd'hui affecté à une ancienne victime de proxénétisme. Donc voilà un peu le cœur de nos missions. Et pour vous donner quelques éléments, aujourd'hui, on a sur notre compte 1,5 milliard d'avoirs criminels. Là, je parle uniquement de soldes de comptes bancaires qui sont simplement saisis. On a aussi des cryptoactifs. On a environ, alors le cours varie tous les jours, mais 60 millions d'euros en crypto-monnaie. On a un certain nombre d'immeubles qui sont saisis. Et l'agence, par son travail, j'allais dire en complément du travail des juges, des procureurs, des policiers, verse chaque année une somme d'argent au budget général de l'État. En 2021, on a versé 75 millions d'euros au budget général de l'État, mais on verse aussi des sommes, 22 millions d'euros par exemple en 2019, mais 50 millions en 2021, à des fonds spécialisés qu'on appelle des fonds de concours pour des missions spécifiques.
on indemnise aussi les parties civiles qui vont pouvoir nous demander de les payer en priorité sur le produit des confiscations. Donc, c'est une agence qui coûte peu, environ 10 millions d'euros en budget de fonctionnement, et qui rapporte beaucoup à l'État, d'autant plus que jusqu'à présent, elle était quasiment uniquement autofinancée par les intérêts de notre compte bancaire à la CDC. On a un compte bancaire avec 1,5 milliard à la CDC, avec un taux d'intérêt à 1%, on touchait 15 millions d'euros en intérêt par an. C'est pour ça que mon directeur aimait dire que non seulement on est les banquiers du crime, parce que sur notre compte, on a leurs avoirs, mais en même temps, c'est nous qui touchons les intérêts. Ce qui est une façon un peu amusante de parler du travail de l'agence. On a 10 ans, création en 2010, et moi, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, je m'occupe du pôle immobilier, c'est-à-dire des biens immeubles qui sont d'abord saisis et ensuite confisqués. Alors, pourquoi est-ce qu'on saisit des biens immobiliers? Simplement, en une page pour vous résumer, on peut saisir des biens en France parce qu'ils sont l'instrument de l'infraction, c'est-à-dire qu'ils ont servi à commettre l'infraction. L'hôtel de passe dans lequel sont exploitées des femmes dans le cadre du proxénétisme, parce qu'on saisit un immeuble parce qu'il est le produit de l'infraction, c'est-à-dire qu'en fait un délinquant a acheté cet immeuble avec le fruit de sa délinquance, le fruit de son trafic de stupéfiants. On saisit aussi un immeuble parce qu'il est un des éléments du patrimoine mis en cause et que sa valeur représente l'équivalent du produit de l'infraction, c'est-à-dire vous avez un fraudeur fiscal qui a fraudé pour 1 million d'euros, il a économisé 1 million d'euros, il a un immeuble qui vaut 1 million d'euros, on lui saisit son immeuble à 1 million d'euros. Donc c'est une saisie non pas directement en nature, mais par équivalent. Et pour les infractions les plus graves, on a un dispositif qui permet la saisie et la confiscation générale de l'ensemble du patrimoine, alors l'ensemble de l'actif évidemment du patrimoine, c'est réservé au proxénétisme, au trafic de stupéfiants, au trafic d'armes, au blanchiment d'argent, où là, on n'a pas besoin d'établir un lien avec l'infraction. Vous avez quelqu'un qui est impliqué dans des faits condamnés pour la criminalité organisée, vous pouvez lui saisir quasiment l'intégralité de son patrimoine, sous réserve éventuellement d'une condition de proportionnalité qui est jugée par la Cour de cassation. Voilà un petit peu le cadre dans lequel on intervient. On peut casser les écrans juridiques aussi en allant saisir des biens qui ne sont pas directement la propriété du mis en cause, du délinquant, mais qui sont détenus par une structure juridique ou une personne physique qu'il va interposer entre lui et son bien pour, je vais dire, le dissimuler. Donc, on a des outils juridiques pour arriver à démontrer que la personne est propriétaire économique réel, donc aller chercher des éléments dans le patrimoine sans être bloqué par l'existence de sociétés à l'étranger ou de sociétés civiles immobilières. Et traditionnellement, lorsqu'un bien était saisi ou confisqué, l'agence le mettait en vente. Alors, on le mettait en vente comme on est un opérateur de l'État, on le mettait en vente dans des conditions qui permettaient d'assurer la transparence, la publicité, la mise en concurrence. C'est des biens qui sont, une fois qu'ils sont confisqués, qui tombent dans le domaine privé de l'État. Et donc, on les vendait aux enchères avec une adjudication judiciaire. Ou alors, on faisait des appels d'offres sur Internet, on en fait toujours beaucoup d'ailleurs, via une agence immobilière qui travaille pour nous et qui recueille, via des enchères en ligne, les meilleures enchères pour qu'ensuite on puisse le vendre au meilleur prix pour abonder le budget général de l'État, mais aussi, effectivement, indemniser les victimes qui vont pouvoir se servir, j'allais dire, sur le produit de la vente des biens confisqués ayant appartenu à la personne qui, par exemple, les exploitait. Donc voilà traditionnellement la politique que nous menons, c'est-à-dire une vente des biens immobiliers confisqués. Pour vous donner une petite donnée chiffrée, il y avait traditionnellement environ 120, 130, 140 biens confisqués, donc biens immeubles, donc appartements ou locaux commerciaux au terrain confisqués en France. L'année dernière était assez exceptionnelle parce que pour la première fois, on a dépassé les 200 et les magistrats français ont prononcé donc 202 confiscations pénales immobilières l'année dernière. Donc ces immeubles, voilà, on a la charge de les gérer jusqu'à la période de vente. Ça prend un peu de temps parce que comme tout particulier, on est soumis à des diagnostics, on passe par des notaires, on sélectionne le meilleur enchérisseur, etc. Donc on met en vente en essayant d'en obtenir le meilleur prix pour l'intérêt public. Et donc, nous avons, notamment grâce au travail de Fabrice Risoli, que je salue ici, avec beaucoup d'estime, parce que c'est vrai que c'est un projet qui a mis beaucoup de temps à voir le jour en France, mis en place, c'est-à-dire tourné vers un changement de paradigme qui est encore, à mes yeux, assez timide, et je vais vous dire pourquoi.
Par la loi du 8 avril 2021, l'agence peut mettre à disposition des biens immobiliers donc, qui sont définitivement confisqués à disposition d'un certain nombre de structures. Alors, on parle de biens immobiliers définitivement confisqués. La confiscation, c'est une peine. Donc, c'est prononcé à l'encontre de quelqu'un qui a été jugé coupable de manière définitive. C'est-à-dire que les recours sont expirés. Il ne peut plus faire appel, il ne peut plus se pourvoir en cassation. Donc, ça ne concerne pas les biens immobiliers qui sont simplement saisis. La saisie, c'est une mesure de gel qui a cours durant le cadre d'une enquête ou d'une instruction judiciaire. Là, véritablement, les biens qu'on peut affecter, c'est les biens qui sont définitivement confisqués. Et c'est pour ça que parfois il y a une incompréhension, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de biens qui sont saisis dans des dossiers médiatiques, mais qui ne sont pas encore définitivement confisqués parce que les procédures sont encore en cours. Et c'est notamment pour vous parler d'un dossier que je connais assez bien, le cas du moulin en Normandie des époux Balkany, puisqu'il n'est pas encore définitivement confisqué, puisqu'après une cassation, la Cour d'appel doit restatuer sur ce point. C'est une difficulté juridique. Donc, véritablement, des biens définitivement confisqués. Le champ des personnes qui peuvent être attributaires de ces biens affectés socialement par l'agence. Il est assez large, il est prévu par l'article 706-160 qui opère par renvoi à différents articles, mais globalement, ce sont les associations et les fondations qui exercent dans le champ humanitaire, culturel, social, philanthropique. Vous verrez les références par renvoi au Code général des impôts sur les dons défiscalisés. Donc, ces associations, j'allais dire, humanitaires, culturelles, sociales, et par ailleurs des structures spécifiques qui sont des structures qui sont visées par le Code de la construction et l'habitation, qui sont en réalité un certain nombre de structures, alors qu'après qui portent des noms un peu techniques, mais pour l'essentiel, ce sont des foncières solidaires qui vont opérer des opérations de maîtrise d'ouvrage dans le domaine de l'habitat, de la rénovation, de la réhabilitation à destination d'un public défavorisé. Donc l'idée de la loi, c'est de dire qu'effectivement, un bien confisqué va pouvoir être mis à disposition, par exemple, d'une famille pour l'héberger, pour l'accueillir, mais aussi, par exemple, parce qu'on a pensé à des exemples de marchands de sommeil dans les grandes villes de France, comme Marseille. Imaginons qu'on ait un immeuble confisqué à un marchand de sommeil qui est extrêmement dégradé. Une façon de le valoriser serait, par exemple, de confisquer tout l'immeuble et de le remettre à une structure qui est spécialisée dans la réhabilitation et qui va pouvoir reprendre à son compte, à titre gratuit, ce bien-là, le réhabiliter, faire du logement très social et, dans une politique partenariale, contribuer aussi à la lutte contre le marchand de sommeil. Il y a l'idée, en réalité, d'établir dans la loi un lien qui est tangible entre, d'un côté, l'action de la justice et de la police, donc qui va donner lieu à la confiscation, et la société civile, pour dire qu'en réalité, cette action judiciaire ne va pas uniquement contribuer à alimenter les caisses de l'État, qui sont parfois vues comme un véritable trou noir à puissance fond. On ne sait pas concrètement vers quoi ça va aller, et de dire qu'au lieu de vendre ces biens pour les affecter, pour les mettre au budget général de l'État, on va pouvoir tisser un lien qui est concret, qui est tangible, entre la raison pour laquelle la personne a été condamnée, la raison pour laquelle le bien a été confisqué, et le projet, l'action de la société civile ou d'une société foncière solidaire qui va pouvoir utiliser ce bien. Et le décret d'application de cette loi, qui est un décret qui date du 2 novembre 2021, dit spécifiquement que dans les critères de sélection de la structure et du projet qui vont être attributaires du bien immeuble confisqué, il y aura ce lien entre l'origine de la confiscation, c'est-à-dire le délit, et le projet qui est mis en œuvre. Et pour le dire très concrètement, effectivement, on peut envisager dans ces cas-là, par exemple, que dans un trafic de stupéfiants, la villa du trafiquant de stupéfiants serve, par exemple, pour faire de la désintoxication, que dans un trafic d'êtres humains, l'appartement du trafiquant puisse être mis à disposition pour protéger des femmes, par exemple, victimes de proxénétisme, victimes de violences conjugales. Voilà. C'est tisser effectivement un lien, donner à voir le concret de l'action policière et judiciaire pour véritablement impliquer aussi la population et la société civile dans l'action de la justice, pour dire que la justice n'est pas uniquement qu'un centre de coûts, mais qu'elle peut aussi être au service de tous. Donc, le cadre légal, vous aurez les références dans mon document. Simplement, pour vous dire en quelques principes clés, c'est donc l'agence à laquelle j'appartiens qui va sélectionner des immeubles. Elle va mettre à disposition, alors elle va le faire après avoir fait un appel public à manifestation d'intérêt, je vous en reparlerai. L'État français, donc, qui est propriétaire de l'immeuble, ne va pas le donner
à une structure associative ou à une foncière solidaire, il va mettre à disposition, le texte nous dit, à titre onéreux ou à titre gratuit. La politique de l'agence est clairement de ne pas faire des mises à disposition à titre onéreux, parce que ce n'est pas pour ça que ça a été conçu, mais il y a cette possibilité quand même qui est ouverte. Et ensuite, effectivement, un critère de sélection qui est un critère d'intérêt général et aussi de lien, comme je vous l'ai expliqué, entre la raison de la confiscation et le projet derrière. Alors, Arnaud, il reste 1 minute pour conclure votre plaidoyer, mais je crois que vous êtes déjà à la fin. C'est bon? Mon plaidoyer simplement est de dire que, j'allais dire que le système français me paraît un peu strict, et on pourra le dire dans les questions aujourd'hui. Le ministère du Budget, qui était assez opposé à cette législation, dans le cadre de la négociation sur le décret, a imposé un certain nombre de conditions qui font que finalement assez peu d'immeubles sont éligibles à l'affectation sociale. Lorsque les immeubles notamment sont grevés par exemple de sûreté, lorsque les immeubles sont frappés d'arrêtés, etc., d'arrêtés d'insalubrité, on a des obstacles juridiques qui sont mis dans les pattes de l'agence pour pouvoir en faire de l'affectation sociale. On a des solutions de sortie auxquelles on pense, mais aujourd'hui et en l'état, le dispositif est assez restrictif sur la sélection faite par l'agence, qui fait que, selon les estimations hautes, parmi les immeubles confisqués qu'on a en gestion, on en a 500, il n'y en a qu'au maximum une cinquantaine qui sont susceptibles de rentrer dans le dispositif réglementaire tel qu'il est prévu actuellement, mais on aura l'occasion d'y revenir en matière de questions. Simplement pour vous dire que c'est un premier pas, c'est une brèche qui est ouverte et qu'on a lancé notre premier appel, on va en faire un deuxième cette semaine, mais qu'effectivement, on est encore en train d'essayer de déminer pour pouvoir, je l'espère prochainement, élargir un peu le champ du dispositif. Merci Arnaud. Alors je retiens que le titre de Lagrasque, banquier du crime, moi j'aurais tendance à dire, pour citer saint Paul, là où le péché abonde, Lagrasque surabonde. Et nous allons passer à André Gachet. André Gachet, votre micro est-il branché? C'est bien, merci. Donc André Gachet, basé à Lyon, qui est militant historique du droit au logement. Il est membre du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées. Il a été administrateur de la FAPIL, c'est la Fédération des associations et des acteurs pour la promotion et l'insertion par le logement. Et il a été également conseiller communautaire de l'agglomération de Lyon de 2014 à 2020. Alors, pour le secteur du logement très social, qu'est-ce que ça change? Et puis d'abord, c'est quoi ce fameux Haut Comité? Non. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Je vais commencer par une présentation du Haut Comité. En présentant le Haut Comité, je pense que j'indiquerai assez clairement d'où vient l'intérêt du Haut Comité pour le sujet des attributions sociales des immeubles confisqués, à la fois par sa fonction, son histoire et sa composition. Alors actuellement, le Haut Comité qui a été remanié, il est issu de la fusion entre le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le comité de la loi Dallot, la loi qui instaure le droit au logement opposable. Le gouvernement a souhaité que ces comités soient réunis. Ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est qu'avec la diversité et la qualité de ses membres, le Haut Comité est certainement le premier lieu de rassemblement des acteurs du logement très social et de la lutte contre l'exclusion dans notre pays. Il est composé, alors je vais expliquer pourquoi, il est composé de 3 collèges. Le premier collège, c'est celui des institutions. Alors, je ne vais pas les citer toutes, bien sûr, mais bon, Conseil national de l'habitat, Conseil économique, social et environnemental, Conseil national des politiques de lutte contre l'exclusion, les associations des collectivités territoriales. Donc, un premier collège, celui des institutions. Un deuxième collège qui rassemble 27 organisations et associations qui interviennent dans l'ensemble des domaines du logement, de la production, l'accompagnement, la gestion et aussi, bien sûr, les batailles militantes. Je ne cite pas toutes les organisations qui y participent, d'abord parce que je ne pourrais pas le faire, et puis je ne veux pas en mettre en avant, alors que finalement, toutes ont une importance capitale dans le fonctionnement du Haut Comité. Ces 2 premiers collèges sont représentatifs de ce qu'était le comité de suivi de la loi Dallot. Et puis, il y a un 3e collège, qui est le collège des personnes qualifiées, dont elles sont 13 personnes qualifiées, dont la compétence est reconnue dans le domaine du logement des personnes défavorisées et du droit au logement opposable. Ce collège inclut 2 représentants du Conseil national des personnes accueillies ou accompagnées.
Il est issu de ce qui était l'ancien Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées. Alors, lorsque je disais que parler du Haut Comité et de son histoire, c'est aussi expliquer pourquoi il est mobilisé aujourd'hui sur cette thématique. Tout a commencé avec une colère de l'abbé Pierre. En 1992, il réagit à une promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur qui est annoncée par décret sans qu'il en ait été averti au préalable. Alors, dans sa réponse, il évoque les familles sans logement, réfugiés dans les églises, traqués par la police, tandis que des locaux habitables sont laissés vacants. Ce sont ses mots. Et en conséquence, il informe le Premier ministre qu'il ne pourra pas accepter sa nouvelle distinction, ou il ne pourra le faire que lorsque les attributions d'office, c'est-à-dire la réquisition, aura permis de reloger des familles. Et dans cette attente, ouais. Alors, après la discussion avec Pierre Bérégovoy, alors Premier ministre, il demande, entre autres, la création du Haut Comité pour le logement défavorisé. C'est ainsi que cette histoire commence, puisque le décret constitutif a été signé le 22 décembre 1992 par François Mitterrand, et le premier décret de nomination a été, lui, promulgué le 23 décembre, donc le lendemain. On peut ajouter que la colère de l'abbé a produit des actions concrètes assez rapidement. D'abord par la réquisition des logements vacants. Certains se souviennent de ces réquisitions organisées par le maire de Paris, Jacques Chirac, en 1994, en 1995. La mobilisation de 10 000 logements d'extrême urgence à partir de la vacance de logements et de bureaux en 1995, sous la responsabilité de Pierre-André Périssol. Deuxième vague de réquisition par Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'État au logement en 2001. Il y a eu donc une suite à cette demande d'intervention sur la vacance, l'inutilisée. Du coup, ce rappel que je veux faire du rôle de l'abbé Pierre donne une collaboration particulière à l'intérieur du Haut Comité pour l'usage d'un parc existant vacant, pouvant jouer un rôle dans la réponse aux besoins sociaux en logement. La crise est toujours là, elle s'aggrave encore. À l'occasion de l'anniversaire de la loi, le Haut Comité a lancé un nouvel appel à Lyon, justement pour le respect du droit au logement et à l'hébergement face à une pénurie endémique vis-à-vis de laquelle il faut évidemment mettre en œuvre tous les moyens, et même si les biens confisqués ne constituent qu'une faible partie, ils existent et on ne doit rien négliger en la matière. Pour terminer sur la présentation du Haut Comité, il est aujourd'hui dans une formule donc renouvelée, je viens d'en parler avec la fusion des deux comités. Il est présidé par Bernard Devers, fondateur d'Habitat Humanisme, et sa mission est toujours la même. Installé auprès du Premier ministre, il est appelé à faire toute proposition utile sur l'ensemble des questions relatives au logement des personnes défavorisées et au suivi du droit au logement opposable. Le nom d'usage du Haut Comité est devenu Haut Comité pour le droit au logement, et en effet, le droit au logement, qui était en construction à partir de 1990, de la loi Besson, a trouvé maintenant une définition beaucoup plus claire et largement universelle avec le droit au logement opposable. Chaque année, le Haut Comité doit remettre un rapport au président de la République, au Premier ministre et au Parlement, avec une partie générale relative au suivi du droit au logement et une partie rédigée par le Collège des personnes qualifiées sur les questions importantes qui regardent les politiques du logement. Peut-être pour information, les derniers rapports du Haut Comité ont porté sur le logement d'abord, la politique du logement d'abord et les conditions nécessaires à sa mise en œuvre, sur la situation de Marseille, qui vient d'être évoquée, un rapport intitulé « Crise du logement et crise humanitaire », mais également sur l'accueil inconditionnel qui est souvent mis à mal par une approche qui est fondée sur les moyens disponibles. L'accueil inconditionnel des personnes à la rue est inscrite dans les textes, mais a du mal à s'appliquer, justement, faute de lieu d'accueil et d'hébergement. Alors, avant de venir sur la question des biens confisqués qui fait l'objet de notre discussion, je voudrais juste rajouter un mot sur les termes qui étaient utilisés, qui ne sont plus aujourd'hui, mais puisqu'on parlait des personnes défavorisées. Ça surprend un peu aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est finalement? Alors, il faut se souvenir que dans la loi de 90, on a eu une sorte de définition, en disant que finalement, il s'agit des personnes qui ont une difficulté à accéder au logement ou à s'y maintenir. Et puis d'autre part, il s'agit aussi des personnes qui vivent dans des lieux impropres à l'habitation.
Donc, c'est tout ça qui fait les personnes défavorisées dans le domaine du logement. Et on voit bien à ce moment-là que ce qui doit nous intéresser au premier chef, c'est bien de savoir comment la remise en service de biens confisqués peut répondre aux besoins et aux attentes de ménages en difficulté qui sont, de ce fait, défavorisés. D'abord parce que ça doit permettre d'apporter une réponse directe dans certains cas, c'est-à-dire un toit sur la tête, et puis également parce que ça peut réparer l'injustice qui est subie notamment par les victimes des marchands de sommeil, autre thème qui a été évoqué. En avril 2019, Crimalt nous invite à participer au voyage en Italie sur l'étude des biens confisqués à la mafia. Évidemment, le Haut Comité a été intéressé, attentif, curieux, volontaire très vite et ensuite a poursuivi l'accompagnement des actions qui ont suivi, notamment dans le débat législatif. Mais je voudrais illustrer aussi un des points qui a été soulevé par Fabrice Rizzoli tout à l'heure, qui est celui de la mobilisation de la société civile. Au moment où nous partons en Italie, en avril 2019, un collectif de femmes de Marseille publie une tribune dans Libération. Je vais vous en lire une petite partie. Voilà ce qu'elles disent. Depuis des années, nous vivons dans nos quartiers les conséquences des réseaux de drogue, leur règlement de compte, mais aussi les effets de la corruption et du clientélisme. Savez-vous ce que cela signifie ? C'est vivre dans la terreur, être étriqué, devenir silencieux. C'est vivre gouverné par la menace quotidienne. C'est vivre dans la crainte de voir son enfant finir dans le réseau, être victime d'une balle perdue ou de traumatisme qu'il n'aura pas la possibilité d'exprimer tant la menace plane sur nos têtes. C'est vivre dans un quartier où les services publics ferment, où les principes de l'école républicaine sont bafoués, où l'espace public interdit. C'est vivre seul, en première ligne. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas exercer notre droit de retrait. Nous demandons à l'Assemblée de légiférer dans les prochains mois, nous sommes en avril 2019, pour qu'une partie des biens et fonds saisis soit réaffectée en direction des projets d'économie sociale et solidaire pour nos quartiers, premières victimes de l'économie mafieuse et de la corruption. L'Italie nous a montré l'exemple. Il y a plus de 20 ans maintenant, le collectif citoyen Libera, qui a été largement cité par Fabrice tout à l'heure, s'est battu pour qu'une loi confisque les biens et les avoirs de la mafia afin qu'ils soient réinvestis dans des projets socio-économiques collectifs. Cet argent qui tue aujourd'hui permettrait demain de construire un autre avenir pour nos quartiers. Cela constituerait un puissant levier et permettrait de consolider une réelle économie ancrée sur nos besoins et nos territoires. Il faciliterait aussi la coopération entre acteurs publics, privés, collectifs d'habitants et entreprises. C'était l'appel du collectif des femmes des quartiers nord de Marseille en avril 2019. Ensuite, il y a eu évidemment toute cette action de conscientisation, d'influence, de lobbying, comme dit Fabrice, conduite par Crimalt et ses alliés, qui a été déterminante. Le Haut Comité a participé à la réflexion et soutenu la proposition parlementaire dans le cadre qui est aussi celui de sa fonction. Mais la parole des femmes de Marseille trouve aussi sa place dans cette dynamique. Alors, je voudrais venir sur les expériences les plus récentes qui sont non pas directement liées au décret du 20 novembre, mais qui sont déjà dans la construction de la réponse. En 2 minutes, André. En 2 minutes, je vais essayer. 3 peut-être. Dans la métropole lyonnaise, il y a eu un travail qui a été engagé avec la Grâce déjà depuis 2018, avec une réflexion autour de biens qui se trouvaient dans des copropriétés avec un projet d'expropriation qui était lié à une opération de restauration immobilière. Donc, on est dans un dispositif mené par la collectivité. Ça devenait intéressant là de travailler ensemble. Je fais plus court, je ramasse mon propos. Finalement, tout ça a abouti par une offre avec l'adresse d'une DIA qui a été faite en direction de la métropole, qui a permis d'acquérir les biens. Et à partir de là, la métropole, une fois rendue propriétaire de ces biens, on est sur 8 logements à ce moment-là, la métropole est entrée en concertation avec les acteurs locaux, les associations et fondations susceptibles de mettre tout ça en marche. Et aujourd'hui,
voilà, c'est en route, c'est parti, c'est réalisé. On a quelque chose qui ressemble aussi à ça à Deuil-la-Barre dans le Val d'Oise, avec le travail de SNL. Pareil, hein, on est déjà avant, avant le décret, dans la période antérieure, mais il se passe déjà quelque chose. On récupère le bien d'un marchand de sommeil, il est réhabilité et remis en service. Je ne vais pas aller plus loin pour ces explications-là. Je voudrais simplement dire qu'à partir de cette expérience et puis de nos réflexions partagées, il y aurait 3 propositions sur lesquelles j'aimerais que nous puissions avancer. Une première proposition qui porterait plus sur le règlement intérieur finalement de l'AGRASC, puisqu'il s'agit de donner à l'application de l'article 6 du décret quelque chose qui colle bien au terrain, notamment en inscrivant la création d'un jury local qui comprendrait les représentants des acteurs de terrain et qui pourrait, avec les représentations locales de l'AGRASC, travailler et juger, porter un jugement aussi sur les projets qui pourraient être soutenus. La mobilisation associative, elle fonctionne. L'appel à manifestation d'intérêt en Guadeloupe a suscité une mobilisation déjà d'un certain nombre d'associations qui, ensemble, ont réfléchi à la réponse qui pouvait être apportée. Donc, première proposition, celle-ci. La deuxième est au niveau réglementaire. Je pense qu'il est important de modifier l'article 1er du décret et d'ouvrir la possibilité d'agir sur des biens occupés parce que c'est possible, parce que l'expérience le prouve et parce que les associations sont tout à fait capables de le faire. Je ne développe pas davantage. Dernière proposition. Celle-là porte sur le législatif et elle concerne les marchands de sommeil. Il serait utile aujourd'hui de réviser ce qui est un peu le socle de la lutte contre les marchands de sommeil. Dans les années 70, 73, 76, il y a eu une loi qui a été promulguée, c'était la loi sur l'hébergement collectif abusif. Le législateur a voulu qu'on prenne en compte la situation des personnes et qu'on ne perde pas les biens. Donc, il a prévu expropriation, réquisition, voire délaissement dans le cadre où propriété des murs et propriété du champ n'est pas liée. Cette loi est arrivée trop tôt. Elle est arrivée à un moment où il n'était pas concevable d'atteindre à la propriété. C'était pas possible. Je pourrais vous raconter les errements judiciaires à ce moment-là. Mais cette loi existe toujours. On pourrait la réactiver, la revitaliser et lui donner un nouveau souffle grâce à la modification du code de procédure pénale sur lequel nous sommes penchés aujourd'hui. Voilà, les quelques points. Je m'excuse, je me suis un peu raccourci à la fin parce que je me suis allé avant. À une demi-minute près, c'est parfait. Merci à vous 3. Alors peut-être vous voulez rebondir les uns sur les autres sur ce que vous avez dit avant qu'on prenne des questions. J'ai vu que dans le chat, il y a déjà pas mal de questions et donc je vais essayer de faire une synthèse des principales questions qui sont venues. Mais est-ce qu'avant, vous 3, vous voulez rebondir les uns sur les autres sur ce qui a été dit? En particulier, Arnaud, sur les propositions de André sur le règlement intérieur de l'AGRASC et sur les biens occupés. Oui. Alors, effectivement, c'est une difficulté qu'on avait soulevée, parce que le décret était l'objet d'âpres discussions. L'AGRASC qui était associée, mais on a pu faire valoir notre point de vue dans une certaine limite. D'âpres discussions entre le ministère de la Justice et le ministère du Budget, qui est aussi notre tutelle. Effectivement, on a cette grave difficulté sur les biens occupés ou les biens vacants. Aujourd'hui, on ne peut attribuer socialement que des biens qui sont vacants. Or, 2/3 de nos biens sont occupés. Et en plus, nous n'avons pas en l'état, mais j'espère bientôt avoir une bonne nouvelle, nous n'avons pas en l'état d'outils législatifs de puissance publique, c'est-à-dire que lorsqu'un bien est confisqué définitivement, aussi bizarre que ça puisse paraître, la décision de condamnation, de confiscation, ne vaut pas titre d'expulsion au sens civil. Donc, si le condamné qui n'est pas incarcéré continue d'habiter dans les lieux, nous sommes obligés d'aller saisir un juge civil, le juge des contentieux de la proximité, pour pouvoir le faire expulser. Et ça peut prendre 1 an ou 2. Donc, on a des dossiers qui, entre le moment de la condamnation première instance et l'expulsion du condamné, peuvent prendre de nombreuses années. Normalement, dans la loi sur la sécurité intérieure, il devrait y avoir une réforme législative qui dit que la décision pénale de condamnation vaut titre d'expulsion au sens civil, ce qui est une des raisons pour laquelle l'AGRASC a beaucoup milité. Et si on a cette réforme, on pourra reprendre possession des immeubles confisqués plus rapidement
Et donc, ça solutionnera une partie du problème sur la non-affectation des biens occupés. Mais effectivement, c'est une difficulté parce que nos biens sont occupés soit par le condamné, soit souvent squattés aussi par les personnes en lien avec le condamné qui continuent à payer au noir. Merci. Oui, Emmanuel, si tu me permets. Oui. Vas-y, oui, tout à fait. Merci beaucoup à Arnaud Delaguiche d'avoir, par la voie quand même de la justice, dit que la loi était finalement assez restrictive et qu'il y aurait peut-être bien des points à améliorer, en tout cas à l'élargir. Et à André Gachet d'être revenu dessus. Il est évident que déjà dans la loi de 2016, Climalt et Libéra France à l'époque avaient proposé que ces biens soient par exemple mis à disposition, comme ça se fait en Italie, du patrimoine inaliénable des collectivités territoriales. Et je me souviens que déjà à l'époque, ça n'avait pas obtenu de consensus de la part du législateur, même des députés Marsac. Bon, on avait déjà au moins une loi qui proposait aux coopératives, aux associations, de pouvoir bénéficier de ces biens par une mise à disposition. Et c'est vrai que dans le cas de la loi de 2019, financement des associations dès le départ, finalement, bon, non seulement les coopératives, les collectivités territoriales ne sont pas réapparues, et même les coopératives ont disparu. Alors, on ne va pas se cacher. Dans le débat sur les coopératives, le problème, c'est qu'il faut s'entendre sur ce qu'est une coopérative. Vous savez que depuis la loi Hamon, ça a été bien mieux défini. Et il est évident que dans ce cas-là, il n'aurait pas été permis que des biens reviennent à des établissements coopératifs, si ce sont des banques, etc. Donc, l'idée, c'était éventuellement de circonscrire à des coopératives type ESUS, etc., que vous connaissez. Bon, ça n'a pas été possible. C'est effectivement, à mon avis, un champ qui doit être exploré pour un jour élargir la loi. Mais il faut bien commencer par quelque chose et on a quand même une très belle opportunité. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que face aux difficultés techniques dont nous parle par exemple Arnaud Delaguiche, qu'il se rassure, les difficultés, malgré la visibilité du nombre de biens en Italie à la fois confisqués, seraient utilisés, etc., quand on les expose, ils ont de grandes difficultés techniques eux aussi. Malgré tout aussi, il faut attendre une confiscation souvent définitive, même si c'est une confiscation souvent administrative dans le cadre de la mafia, donc c'est un peu plus simple de confisquer. Certes, la confiscation est obligatoire, mais il y a aussi plein de problèmes de biens qui parfois sont dégradés, encore en possession de la personne, qu'il faut, enfin, du gangster ou de ses complices, et qu'il faut expulser. Je me souviens très bien que lors de notre premier terrain avec Mathilde, la journaliste, à Casal di Principe, où sur 120 biens, vous en avez quand même déjà 60 qui sont réutilisés. Écoles, associations, déchetteries, une économie de l'ESS sur les biens confisqués. Mais lorsqu'il nous fait visiter le futur bien de la police municipale, il nous expliquait, voilà, en face, il y a un bien, je compte y mettre la garde des finances. Mais ça fait 8 ans qu'on attend la procédure, l'expulsion, et même avec la décision définitive de confiscation, il a fallu encore un travail proactif des institutions pour faire partir le propriétaire. Donc, rassurons-nous, les difficultés, à mon avis, c'est dans tous les pays démocratiques, n'est-ce pas? Merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions qui étaient posées sur le chat, et n'hésitez pas à continuer à contribuer. En particulier, plusieurs personnes se posent la question concernant les oligarques russes. Arnaud, vous avez mentionné rapidement les oligarques russes en disant c'est le ministère des Finances, mais ce n'est pas nous. Je n'ai pas tout à fait bien compris. Et est-ce que, comme c'est une question que beaucoup de gens se posent, donc qu'est-ce qu'il en est des oligarques? Oui, prenez un verre d'eau avant de répondre. Oui, alors le cadre juridique est différent. Nous, la Grasc, nous intervenons uniquement dans le cadre d'une procédure judiciaire, donc une enquête dirigé par un procureur de la République, un juge d'instruction, quel que soit le type de délit. Donc ça va du tout venant à la grande délinquance organisée. Le contexte actuel, c'est les règlements européens et des décisions du ministre de l'économie et des finances qui, dans le cadre des sanctions internationales, donc des sanctions européennes, prennent des décisions administratives de gel des avoirs, qui ne sont pas les décisions judiciaires. La Grâce fait uniquement du judiciaire. Alors après, il peut arriver que dans un cadre judiciaire, un oligarque russe soit visé par une enquête judiciaire et qu'effectivement il soit mis en cause pour du blanchiment d'argent, par exemple, et qu'à cette occasion-là,
son bien puisse être saisi. Et il y a un certain nombre de biens aujourd'hui qui ont été saisis et qui sont confisqués en France dans le cadre de procédures menées contre des oligarques russes. La Grâce, qui est propriétaire d'un magnifique château qui s'appelle le domaine de Lagaroupe au Cap d'Antibes, qui vaut plus de 100 millions d'euros, qui appartenait à M. Riboloviev, qui est un oligarque russe, mais qui a été mis en cause dans une vieille procédure pour du blanchiment d'argent commis sur le sol français, mais bien avant l'histoire des sanctions. Monsieur est décédé aujourd'hui, mais on a des biens d'oligarques russes, mais le cadre juridique actuel n'implique pas la Grâce que dans les sanctions administratives qui sont de l'Union européenne et ensuite répercutées par le ministre de l'économie avec le soutien de la DGSI, la Direction générale du Trésor, etc. Il y a un cadre administratif d'un côté, un cadre judiciaire de l'autre. Très bien. Est-ce qu'il y a... Oui, j'aimerais revenir sur une série de questions que j'ai vu passer concernant la fonction des collectivités ou la place des collectivités dans ces dispositifs, puisque j'ai insisté sur le rôle des associations. Évidemment, il n'est pas possible de travailler sans qu'il y ait un lien avec les collectivités. On l'a vu dans l'exemple lyonnais, et je pense que dans d'autres exemples, on pourra trouver la même chose. La place de la collectivité est importante. Si j'ai insisté sur la présence associative et l'idée qu'il faudrait qu'il y ait un contact direct entre les antennes régionales de la Grâce, que je ne sais pas comment on va les appeler, en tout cas, et le secteur associatif, c'est parce que dans ce qui est à conduire, il y a bien sûr toute la partie technique, pour laquelle les associations de maîtrise d'ouvrage d'insertion savent faire, mais en même temps, il y a toute cette complexité de l'accompagnement des personnes. Quand j'ai parlé des sites occupés, j'ai parlé essentiellement de ce qui concerne les marchands de sommeil. Marseille est assez caractéristique de ce point de vue-là, mais pas que. On a eu récemment une affaire judiciaire à Lyon qui a été assez importante aussi, avec un gros paquet de logements, finalement, qui appartenaient à un marchand de sommeil. Ce n'est pas la première fois que ces choses arrivent. Les associations d'insertion par le logement ont cette capacité aussi d'accompagnement. Ce que SNL a fait, notamment dans l'exemple que je citais tout à l'heure, le montre bien. Donc, on ne travaille pas sans les collectivités et en même temps, il faut qu'il y ait une mobilisation du secteur associatif pour répondre à l'ensemble des questions qui sont posées, à la fois la transformation du bâtiment, l'éventuel relogement ou accompagnement des locataires et puis surtout la remise en fonction avec un usage. Et là, il faut des acteurs qui soient... c'est plus la collectivité du coup, la collectivité va déléguer ça comme elle le fait habituellement, mais le tout inscrit dans quelque chose de collectif où on retrouve la collectivité et les associations. Merci. Alors, il y a en ligne plusieurs questions qui portent sur les agréments ESUS. Alors, pour rappeler, donc, l'agrément ESUS, c'est les entreprises solidaires d'utilité sociale. Donc, c'est un agrément qui est donné, je crois, par le ministère des Finances, qui permet en particulier de lever de l'épargne solidaire. Aujourd'hui, autant qu'on comprenne, l'attribution sociale des biens est limitée à des associations. Ça veut dire que des organisations ESUS qui ne seraient pas des associations ne pourraient pas en bénéficier. Est-ce que je me trompe pas ? Alors, aujourd'hui, le texte, c'est l'article 706-160 du Code de procédure pénale, qui parle, alors attendez, je ne connais pas par cœur, je vais le reprendre, voilà, sous les yeux, des associations dont les activités entrent dans le champ de l'article 200 du Code général des impôts, donc c'est un cadre assez large sur les activités culturelles, l'insertion sociale philanthropique, les associations et fondations reconnues d'utilité publique et les organismes qui ont l'agrément prévu à l'article 365-2 du Code de la construction et de l'habitation. Voilà ce qui est prévu par la loi. Donc, c'est vrai qu'effectivement, ça dépend en réalité de la forme que ces structures prendraient. J'avoue que je ne connaissais pas l'agrément ESUS. Je ne suis pas du tout un spécialiste, et je le confesse, de l'économie sociale et solidaire, ce qui est une difficulté d'ailleurs, puisque l'agence n'a pas été dotée, j'allais dire, au moment de la création de ce dispositif, n'a pas été renforcée par des personnes expertes dans ces domaines.
Mais voilà, si ces structures rentrent dans un de ces champs-là prévus par 700-660, oui. Mais sinon, effectivement, c'est un obstacle. Ouais. Alors justement, sur les obstacles, Arnaud, vous mentionnez le fait que c'est quand même une innovation et que vous êtes en train de découvrir un champ nouveau qui est le champ de l'économie sociale et solidaire. Quels sont les autres obstacles, les autres difficultés que vous rencontrez, sachant que les décrets d'application sont sortis en novembre, que vous commencez à avoir maintenant les premiers appels à manifestation d'intérêt. Enfin, concrètement, ça se passe comment? J'imagine que vous avez été noyé sous des demandes de plein d'associations très, très locales, mais comment est-ce que vous procédez concrètement pour faire le tri? Comment ça se passe? Alors, voilà, la première difficulté, c'est qu'effectivement, on avait notre cœur de métier historique et cette nouvelle compétence qui nous a été attribuée sans aucun renfort, de quelque nature que ce soit. Nous n'avons même pas de site Internet, le ministère de la Justice ne s'y est pas penché alors qu'on doit faire des appels à manifestation d'intérêt, ce qui est quand même gênant. Et donc, nous passons par le site du ministère de l'Éducation nationale qui gère la politique associative du gouvernement, association.gouv.fr, qui héberge nos appels à manifestation d'intérêt. Donc, on s'est mis des critères, j'allais dire, en interne pour commencer à sélectionner des biens. Le premier, c'est qu'en réalité, le décret prévoit qu'il ne peut pas s'écouler plus d'un an entre le moment de la transmission de la décision de confiscation à l'agence, donc par le tribunal qui l'a prononcé, et la présentation du dossier par le directeur de l'agence au conseil d'administration de l'agence qui va devoir valider en réalité le projet. Donc, pour éviter de dépasser ce délai d'un an qui doit permettre que le dossier soit entièrement ficelé, on n'a pris évidemment que des confiscations qui venaient de nous être transmises très récemment. Donc, on n'a pris que des confiscations qui ont été prononcées après le mois d'octobre 2021 pour qu'on ait jusqu'à la rentrée de 2023 pour finaliser un dossier dans un domaine qu'on ne connaît pas et avec son nouveau renfort. Donc, voilà, le premier critère, c'est véritablement ça. Et après, on s'est fixé une grille de critères avec effectivement le fait que ce soit en priorité des logements qui sont vacants, parce que s'il faut lancer une procédure d'expulsion avant, on aurait explosé le délai. Et aussi, la difficulté qu'on a, c'est que le texte dit qu'on ne peut pas affecter des immeubles qui sont grevés de sûreté, de privilèges, de sûreté réelle sur le bien, sauf à ce que l'association attributaire indemnise le créancier, donc par exemple la banque qui a une hypothèque sur le bien. Donc, pour éviter toute difficulté, pour l'instant, on travaille sur des biens qui ne sont pas occupés ou qui ne sont pas grevés. Mais on essaye aussi de déminer le sujet en faisant en sorte de trouver des solutions pour que les banques acceptent, j'allais dire par anticipation, de renoncer à leur sûreté si elles sont associées au projet, qu'elles puissent effectivement dire qu'elles ont contribué à ce projet d'intérêt général, parce que c'est effectivement pas du tout vendeur pour une association de se voir attribuer un bien si derrière elles doivent payer 200 000 € à une banque pour lever l'hypothèque qui était prise par le bien, par le créancier qui a d'abord financé le bien, parce que la difficulté qu'on a, c'est que nos délinquants sont aussi souvent des mauvais payeurs de leur crédit immobilier, puisque leurs affaires ne sont pas toujours à jour. Et donc, ils ont aussi souvent des ardoises importantes envers des créanciers privés qui ne doivent pas être dépossédés par l'effet de la loi. Et donc, c'est effectivement sur la base du volontariat qu'on pourrait faire sans doute avec les banques. Alors, j'ai une question en ligne d'Alix Guibert sur la mise à disposition des biens immobiliers est-elle à titre gratuit? Alors, le texte dit que la disposition peut être à titre gratuit, donc à titre gratuit ou à titre onéreux, c'est 760 encore du code de procédure pénale. La politique, enfin, le choix de l'agence est très clairement orienté vers des mises à disposition à titre gratuit. La seule limite que l'on a, c'est que la loi, le décret nous dit aussi qu'en revanche, les frais d'entretien, les charges courantes pesant sur l'immeuble, par exemple la taxe foncière, devront être prises en charge, non pas par l'État, mais par la structure attributaire. Mais on a la possibilité de faire des montages à très long terme, on a la possibilité de faire par exemple des baux amphithéotiques ou des baux à réhabilitation dans lesquels on peut tout à fait prévoir une redevance totalement, par exemple, à l'euro symbolique, qui permettra de faire en sorte que ça reste extrêmement avantageux pour les structures attributaires. Et quels sont les ordres de grandeur auxquels on peut s'attendre en France par rapport aux ordres de grandeur que Fabrice a mentionnés pour l'Italie? Est-ce que tu peux rappeler les ordres de grandeur pour l'Italie sur une année? C'est considérable, je n'ai plus en tête, mais en temps et en nombre d'immeubles.
Oui, alors attention sur le. Alors, j'ai pas j'ai pas de moyenne sur les biens immeubles. Aujourd'hui, on en est à quelque chose comme 6 milliards d'avoirs saisis par an. Saisis, c'est-à-dire provisoires. Et Dieu merci, l'Italie est un État de droit, bien que ce soit pour la plupart, mais pas seulement, une procédure dite administrative, préventive, antimafia. Il y a tout aussi la série de confiscations pénales existe aussi en Italie, qui sont très appliquées en Italie. L'Italie est un vrai pays de confiscation depuis longtemps, confiscation par équivalence, etc. Sur ces 6 milliards d'avoirs, presque 70% sont confisqués définitivement. Un petit peu moins en réalité, selon les dernières études. Donc, ça fait quand même plus de 30% qui sont restitués aux propriétaires, hein, c'est important, qui bénéficient de tous les droits, etc. Sur ces 6 milliards, ce sont des estimations. Donc, évidemment, je vous ai montré des hôtels qui peuvent être estimés extrêmement de manière importante, vu l'activité économique. Mais en réalité, après, avec le temps, ce n'est pas l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. En revanche, vous avez environ 500 millions d'euros qui rentrent en cash chaque année, ce qui donne quand même la mesure d'une confiscation, je dis bien cette fois 500 000 euros en cash, qui fonctionne. Voilà. Aujourd'hui, vous avez 17 000 immeubles. Pardon ? C'est 500 millions, c'est pas 500 000. Hein. Oui, pardon, 500 millions d'euros, pardon, excusez-moi, oui, 1 milliard tous les 2 ans environ. Cash, hein, j'insiste sur le cash. Donc, ça permet d'évaluer la proportion. Je ne vous cache pas que les problèmes d'estimation ont longtemps posé problème aussi en Italie, c'est encore le cas. L'agence a eu les mêmes problèmes qu'en France, qui est une agence récente hein, par rapport à la confiscation. Elle a à peine 10 ans, elle a un peu plus de 10 ans. Elle a connu des déficits de moyens terribles, elle aussi. Elle avait un site Internet qui ne marchait pas, on ne voyait pas où étaient les biens, ça a beaucoup progressé. Mais 17 000 biens mis à disposition la plupart du temps donc, du patrimoine inaliénable des collectivités territoriales ou voire d'un certain patrimoine d'État, donc ministère de l'Intérieur, ministère des Finances, 17 000, ça donne un ordre de grandeur sur ce qu'on peut faire. Ouais. Et encore une fois, à la fin, c'est 1000 biens à l'économie sociale et solidaire stricto sensu. Réutilisés par contre. Hein. 1000 biens par an, hein, c'est ça? Non, 1000 biens en ce moment, à taux constant, je ne sais pas si on peut dire ça. Cumulé, donc, en cumulé depuis 865, donc, d'après l'estimation Libera, qui depuis 3 ans a vraiment fait un focus pour calculer, pour qu'on soit le moins possible dans l'approximation. Je vais retrouver les liens, je vais vous envoyer les liens, mais alors ils sont en italien de l'association Libera. Dans le chat. Et donc, pour avoir une idée des ordres de grandeur, c'est 500 millions d'euros par an en cash. Et donc, pour une organisation qui a 25 ans, en France, la Grasc, c'est combien sur une année? Et l'immeuble là-dedans, ça fait combien? Et quel est le potentiel sur les immeubles qui pourraient être attribués à des associations? En exécution donc, de peine de confiscation, sur le total de la Grasc, on est sur l'année dernière à 130 millions d'euros, à peu près. 130 millions d'euros, une partie va au budget général de l'État, une partie va à la MIDECA, donc qui fait la lutte contre les stupéfiants pour l'essentiel, et puis il y a d'autres fonds spécialisés. À peu près, c'est un peu plus de 100 millions d'euros, 130 millions d'euros pour l'année dernière. Sur ces 130 millions d'euros, il y a environ 20 millions d'euros qui proviennent de la vente, à l'époque c'était la vente de biens immobiliers. Mais si un jour on vend un bien exceptionnel, on peut tout à fait avoir, on a des biens aujourd'hui qui valent 80, 90 ou 100 millions d'euros. Donc on peut faire en une seule vente exploser ce chiffre si on arrive éventuellement à les vendre ou peut-être à les affecter, on ne sait jamais. Et alors par ailleurs, en termes de biens confisqués, aujourd'hui en gestion, donc mon équipe, donc on est 8 personnes, on a 490 biens immobiliers confisqués en gestion qu'on gère avant la mise en vente. Sur ces 490 biens immobiliers, ceux qui correspondent, en tout cas en l'état actuel, aux critères fixés par la loi, sont de l'ordre d'une 50aine au maximum, qui sont vacants, qui ne sont pas grevés de sûreté, qui ne sont pas insalubres. Et parmi cette 50aine, certains sont beaucoup trop été confisqués il y a très longtemps, donc ne rentrent pas du tout dans le coût qu'il faut qu'il y ait moins d'1 an entre la saisine de l'agence et le projet totalement ficelé. Donc on est sur vraiment ça se compte sur les doigts de la main. C'est une quinzaine, une vingtaine par an, c'est ça? Dans les projections, effectivement, on pourrait être à cette hauteur-là, à peu près, mais pas beaucoup plus. D'accord. OK. Je vois que l'heure tourne très vite. Il est déjà 19h24.
Et donc, sauf s'il y a des questions extrêmement brûlantes, oui. Juste un mot peut-être sur les questions qui ont été posées sur les capacités associatives. Je pense que effectivement, c'est important d'imaginer qui sont ces acteurs. Donc, je voudrais rappeler ce qui a été dit par Arnaud de la Guiche tout à l'heure. On a bien des associations qui sont des associations agréées. On va trouver tout ça dans le Code de la construction et de l'habitation. Toutes celles qui, aujourd'hui, agissent sur la maîtrise d'ouvrage d'insertion, mais aussi sur l'accompagnement, sont des associations qui sont agréées, qui sont souvent d'ailleurs regroupées dans des fédérations. Donc, la capacité associative aujourd'hui n'est pas vraiment un problème. C'est plutôt l'entrée dans ce type de dispositif totalement nouveau qui est en question. Pour le reste, les associations savent faire. Certaines opérations, notamment autour de tout le secteur de l'hôtellerie meublée, des garnis, tous ces lieux d'habitat souvent indignes et insalubres, mal gérés, ont été travaillés déjà, notamment à travers des opérations de maîtrise urbaine et sociale, où les associations, avec les collectivités, ont travaillé à la réhabilitation et à la remise en service de ces lieux. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis à faire. Je pense que les garanties existent. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de voir comment on peut mettre ensemble les collectivités, les associations et la Grasc autour d'un projet actif de récupération et de remise en circulation de ces biens. Merci. Alors, j'allais poser la question, est-ce que vous avez un mot de conclusion chacun? Est-ce que, André, on peut considérer que ceci est un mot de conclusion? Est-ce que vous voudrez encore reprendre la parole? Je vous laisse réfléchir à la question et je laisse les deux autres intervenants dire quelques mots. Quels sont pour 2022 vos souhaits, vos espoirs? Et puis nous, comment est-ce que la communauté des alumni Sciences Po, 3000 personnes qui sont membres du groupe ESS, l'ensemble de la communauté des alumni, ça fait 50 000 personnes. Comment est-ce qu'on peut vous aider à réussir? Alors, du côté de la Grasc, je crois qu'effectivement, nous-mêmes, nous menons notre propre lobbying et chaque année, nous faisons des propositions de réforme et on va continuer à en faire pour pouvoir permettre effectivement d'assouplir le dispositif. Et les propositions notamment que faisait André Gachet sont à la fois extrêmement intéressantes pour convaincre nos autorités de tutelle de desserrer un peu les verrous à l'affectation sociale. Ça, c'est mon premier vœu. Et donc, effectivement, tous les relais que vous pouvez avoir pour sensibiliser les autres autorités à ce sujet sont précieux. Et effectivement, le deuxième vœu que je forme, c'est que par vos connaissances, par votre implication dans la vie associative et l'économie sociale et solidaire, vous puissiez aussi contribuer à diffuser ces appels à manifestation d'intérêt qui souffrent, à mon avis, d'un manque de visibilité médiatique. Et justement, le fait de rassurer aussi les associations sur leur capacité à pouvoir se porter candidat, ce qui les engage au stade de la candidature à pas grand-chose, si ce n'est à présenter un projet bien ficelé. Et ça, effectivement, lorsque ce sont des petites associations de terrain, elles ont besoin effectivement du soutien des grandes fédérations comme SNL, Habitat et Humanisme, la FAPIL, etc. Voilà, pour nous aider à diffuser ces appels à manifestation d'intérêt et à susciter l'intérêt justement parce que du côté de la Grasc, on n'est pas forcément en capacité de toucher de manière aussi large que vous. Merci Arnaud. Fabrice, une question supplémentaire. En dehors de la France et de l'Italie, est-ce qu'il y a des bons élèves en Europe qui ont suivi le mouvement? Alors, il y a quelques cas de réutilisation sociale, mais sincèrement, rien de comparable avec l'Italie dans l'ampleur et la paternité. Et je pense rien de comparable avec au moins le caractère fixe et élaboré, bien que restrictif, de la loi française. On nous cite souvent des exemples de réutilisation sociale dans d'autres pays, mais elles sont vraiment petites. En Espagne, récemment, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Hein. Je pense par exemple à l'Albanie, qui a redistribué quelques biens confisqués dans un contexte où la criminalité albanaise est extrêmement puissante, extrêmement violente. Je me souviens par exemple de la Serbie, qui très vite, en 2008, avait fait une loi de réutilisation sociale. Avec Flair, nous avions rencontré le procureur, etc. C'était bien parti. Et les derniers contacts que nous avions eus avec le monde militant en Serbie nous disaient que ce n'était pas du tout appliqué.
Donc, on a quand même effectivement un exemple français avec une loi bien cadrée qui est, à mon avis, assez importante, mais qui demande à être mis, par contre, évidemment, en application effective. Alors, le mot de conclusion. Mot de conclusion. Oui, bien sûr, sur l'amélioration de la loi, il est évident que à la fois d'autres structures de l'économie sociale et solidaire qui seraient intéressées doivent se joindre à un nouveau plaidoyer quelque part. Hein. On a tous mis en évidence les choses qu'il faudrait améliorer. J'ai lu attentivement le chat, Stéphania Carminati, qui est de l'association Demain Libre, c'est-à-dire le prolongement de Libéra France en France. D'ailleurs, je cite régulièrement les travaux d'Elisabetta Buccolo, hein, que vous avez contacté, Emmanuel, son livre référence sur l'antimafia des coopératives en Italie. Voilà. Sur ces jours-ci, c'est vraiment très, très intéressant. Oui. Absolument. André Gachet était revenu sur la tribune des femmes des quartiers nord, auquel Demain Libre Marseille avait activement participé. Il y a tout à faire, mais si vous voulez, on était quand même parti de très loin. Je le rappelle quand même avec un plaidoyer et lobbying amateur, c'est-à-dire sans fond. Hein. Donc, si on veut passer la prochaine étape, à mon avis, il faut effectivement que les sociétés de l'économie sociale et solidaire se fédèrent pour demander une modification de la loi. Tant que le haut comité au logement des personnes défavorisées n'était pas intervenu, tant que Fondation Terre de Liens n'était pas intervenue, la deuxième loi ne pouvait pas rencontrer le législateur. Par exemple, récemment, on a rencontré le permanent de la Chambre de l'économie sociale et solidaire qui veut pousser pour que les coopératives de type ESUS rentrent dans le dispositif. Donc, il y a tout un travail à faire qui demande à être structuré et donc je rejoins complètement Stéphania dans le chat. Le message, ça n'est qu'un début, le combat continue. Voilà. Mais quel chemin parcouru quand même depuis 10 ans hein, entre le jeu... le jeu qui était à Bruxelles, la manifestation avec Claude Guéant, Rends-nous l'appartement. Et maintenant, ce qu'on a fait, c'est quand même pas mal. La France est finalement, même si elle est derrière l'Italie, mais elle est quand même pas mal en Europe. André, encore un mot ? Oui, je crois que j'ai essayé de dire le maximum à travers les 3 propositions que j'ai un petit peu raccourcies. L'engagement du Haut Comité se poursuivra, c'est évident, donc je ne reviens pas là-dessus. Simplement, peut-être un mot d'explication, j'ai vu que quelqu'un le demandait concernant ma proposition numéro 3. Si j'ai parlé de la législation sur l'hébergement collectif abusif, c'est parce qu'en fait, cette question des marchands de sommeil est une question qui est très forte. Elle l'est à Marseille, elle l'est à Paris et en région, elle l'est à Lyon, elle est dans la plupart des grandes villes, on la retrouve. Les marchands de sommeil accumulent les délits, pas seulement celui de louer des trucs insalubres, mais il y a souvent d'autres délits associés qui font que là aussi, on a des activités mafieuses qui sont importantes. J'ai cité la loi de 73 parce que c'est d'abord le début de mon activité militante et associative, où pour la première fois, le législateur dit il faut se préoccuper de ceux qui vivent dans ces lieux. Et pour s'en préoccuper, il n'y a pas 50 solutions, il faut récupérer les lieux pour leur restituer une véritable fonction sociale. Et là, on décide de la réquisition, de l'expropriation ou du délaissement. Simplement, ça n'a pas fonctionné parce que ce n'était pas acceptable. Socialement, ce n'était pas acceptable. Il y avait quelque chose il y avait une agression contre la propriété privée qui ne passait pas. Et je vous assure, les batailles ont été terribles, notamment par de grands hommes qui ne sont plus là aujourd'hui, mais Henri Burin-Desrosiers, qui était en Haute-Savoie à ce moment-là, à la DAS, et qui s'est battu bec et ongle pour obtenir des condamnations, dont certaines d'ailleurs ont fonctionné, mais qui ont abouti ensuite à des impasses. À Lyon, où on a obtenu une expropriation en diagonale parce qu'on estimait que c'était le premier étage gauche et le deuxième étage droite. Alors, évidemment, le bénéficiaire, le logement social, ne pouvait pas accepter un truc comme ça. Donc, ça a été très difficile, ça n'a servi à rien. Le texte existe toujours. Et je me dis, si ce texte, on le toilette aujourd'hui et qu'on lui redonne une fonction,
non pas autour de l'hébergement collectif abusif tel qu'il est défini dans le texte, mais autour de tout ce qui concerne les marchands de sommeil, à ce moment-là, je pense qu'on pourra avancer. Et pourquoi pas essayer d'imaginer qu'on pourrait donner un sens supplémentaire à la peine prononcée par le juge en décidant un usage social des biens confisqués. Pourquoi pas? Et on y verra à ce moment-là une réparation nouvelle du préjudice subi par la société et par les personnes en matière d'habitat indigne. À un moment où les gens, personnes ont un peu perdu confiance en la justice, c'est peut-être des options qui peuvent être intéressantes aussi. Voilà mon vœu. Merci beaucoup. Encore merci à tous. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, donc cette émission, ce webinaire a été enregistré, et donc l'enregistrement devrait être disponible sous une quinzaine de jours. Par ailleurs, donc, Christine a mentionné, mais je le redis pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, donc, que nous avons une prochaine manifestation qui est en présentiel à Paris, rue Lascaz, au musée social Labo de l'ESS, le 31 mars. Et puis une autre manifestation début avril sur l'engagement citoyen avec l'IDAF. Voilà. Il me reste à vous souhaiter bon appétit parce qu'il est presque l'heure de dîner. Et je propose quand même aux intervenants de rester en ligne avec moi juste pour échanger quelques minutes. Au revoir à tous, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bonsoir, merci beaucoup. Vous restez en ligne juste 2 minutes. Merci.